Vous regardez Croissance verte sur la panafricaine Médien et merci de nous rester fidèles. Le changement climatique constitue un défi mondial majeur. Agir pour le climat est désormais une priorité et de nombreux pays, dont la Côte d'Ivoire, se sont engagés dans le cadre de l'accord de Paris à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre et à renforcer leur résilience face aux conséquences néfastes du dérèglement climatique. Dans cette optique, la Côte d'Ivoire a récemment lancé la révision de sa contribution déterminée au niveau national, CDN 3.0, une étape cruciale en préparation de la COP30 qui se tiendra en novembre 2025 à Belém au Brésil. Nos reporters présents sur le terrain se sont penchés sur ces préparatifs, leur compte-rendu à suivre dans quelques instants et pour en savoir davantage sur l'engagement des pays africains en matière d'action pour le climat, nous sommes avec M. Babacar Sylla, point focal de la Confédération nationale des travailleurs du Sénégal pour le climat et la transition juste. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous, Alexis. C'est un plaisir de vous retrouver. Et on se retrouve sur ce plateau juste après notre reportage, direction la Côte d'Ivoire, avec Noam Kati Karsim, Marema Diop et Moussa Ndir. En Afrique de l'Ouest, les impacts du changement climatique se font de plus en plus ressentir. Hausse des températures, variabilité accrue des précipitations, intensification des événements météorologiques extrêmes, la CEDEAO alerte sur ces transformations qui fragilisent l'agriculture, l'accès à l'eau et la biodiversité. La Côte d'Ivoire n'est pas épargnée, vagues de chaleur, montée du niveau de la mer, sécheresse et inondations s'intensifient. Face à ces défis, le gouvernement ivoirien a lancé la révision des contributions déterminées au niveau national appelée CDN 3.0, un engagement essentiel pour atteindre ces objectifs climatiques. L'année 2025 est particulièrement importante pour plusieurs raisons. La Côte d'Ivoire doit adopter sa stratégie nationale et son plan d'action, aligné sur le cadre mondial pour la biodiversité de Kunming-Montréal. Nos priorités dans ce cadre incluent la réduction des menaces sur la biodiversité, l'utilisation durable des ressources naturelles et l'intégration de la biodiversité dans nos politiques sectorielles. 2025 est aussi une année électorale et nous devons anticiper nos actions, notamment notre participation à la COP30 sur le changement climatique qui se tiendra, comme cela a été rappelé, du 10 au 21 novembre prochain à Belém au Brésil. Une mission précurseur sera d'ailleurs déployée dès le mois de mars prochain pour préparer efficacement ce rendez-vous. Notre préparation à cet événement majeur sera inclusive et participative, en ce sens que nous associerons, comme d'habitude, toutes les parties prenantes, à savoir les institutions gouvernementales, la société civile, les communautés locales, le secteur privé, les partenaires techniques et financiers. Et de façon particulière cette année, notre jeunesse. Conformément à l'accord de Paris, les CDN doivent être mis à jour tous les 5 ans. La Côte d'Ivoire bénéficie du soutien de l'Union européenne et de l'agence Expertise France pour renforcer son action climatique et mobiliser des financements pour la mise en œuvre des projets ambitieux. L'impact sur l'économie des peuples ivoiriens est clair. Les températures peuvent augmenter de 1 à 4 degrés, et tandis que le niveau de la mer pourra s'élever de 30 cm. Qui entraîne des défis environnementaux et socio-économiques significatifs. Tous les secteurs de la société, énergie, industrie, agriculture, transport, doivent agir pour réduire leurs émissions et s'adapter aux impacts climatiques qui affectent déjà les individus et des institutions. Une des opportunités de cette année, c'est la révision des CND. Ça fournit un cadre au pays pour garantir une action climatique que ce soit intégré dans chaque secteur et constitue le principal mécanisme permettant aux pays de coordonner leurs efforts pour réduire les émissions et protéger les citoyens. L'opérationnalisation de ces mesures est un challenge pour lequel plusieurs leviers d'action stratégique sont nécessaires et financement climatique est nécessaire ainsi.
Conscient de cela et pour accompagner l'action climatique de la Côte d'Ivoire, l'Union européenne intervient à différents niveaux à travers sa stratégie Global Gateway. Outre la diplomatie climatique, l'Union européenne investit dans la promotion de la durabilité de plusieurs secteurs d'activité, notamment agriculture, la foresterie et la conservation des aires protégées, l'énergie et le transport. Et dans le cadre de projets qui nous accompagnent aujourd'hui, le projet cadre Transition bas carbone qui est mis en œuvre par Expertise France, une enveloppe environ 1 million d'euros a été allouée pour soutenir des initiatives sectorielles visant à intégrer les enjeux climatiques. Et cette facilité accompagne aussi le gouvernement dans la mise en œuvre des CDN ainsi que cette révision. En 2024, la Côte d'Ivoire a pris part à plusieurs conférences des parties. La COP16 sur la diversité biologique, la COP16 sur la diversification et enfin la COP29 sur les changements climatiques. Il était essentiel d'en faire le bilan auprès des acteurs nationaux. Moi, j'ai fait particulièrement la restitution relativement à la Convention sur la diversité biologique. Il faut dire que depuis 2019, après la grande évaluation mondiale sur l'état de la biodiversité, on s'est rendu compte que la dégradation de la biodiversité continue. Et donc, après ce constat, il fallait prendre des mesures urgentes pour préserver la biodiversité qui est la vie. Et c'est en cela qu'en 2022, un cadre stratégique pour gérer durablement la biodiversité a été adopté à Montréal, au Canada. Après l'adoption, chaque État devrait s'approprier ce cadre-là pour actualiser sa stratégie nationale biodiversité et élaborer un plan d'action de mise en œuvre pour gérer durablement sa biodiversité. La Côte d'Ivoire continue d'appliquer l'accord de Paris parce que vous savez que le CDN, c'est une traduction de l'accord de Paris en politique. Donc, cette cérémonie-là vient sonner le glas du lancement de ce processus. C'est un processus parce que il faut pouvoir travailler sur différents scénarios et tout cela afin de rehausser nos ambitions en matière climatique. Et c'est vraiment une très bonne chose parce que nous avons eu les CDN version 1, version 2 et nous continuons dans notre engagement en faveur de la lutte contre les changements climatiques à travers ce processus lancé des CDN version 3. Au sortir de ces COP-là, les engagements sont pris, les engagements sont traduits en activités, les engagements sont traduits en mesures pratiques et ça va toucher le paysan, ça va toucher la ménagère, ça va toucher l'élève, ça va toucher l'étudiant. Malgré de faibles émissions de gaz à effet de serre, la Côte d'Ivoire est fortement vulnérable aux effets du changement climatique. La révision des CDN 3.0 vise à renforcer les ambitions climatiques du pays en réduisant davantage les émissions de gaz à effet de serre et en mobilisant des financements pour des actions de protection environnementale. Plus que jamais, notre pays doit faire entendre sa voix et mettre en avant ses solutions innovantes face aux défis environnementaux. C'est pourquoi nos ambitions pour ce grand rendez-vous du donner et du recevoir se déclinent en 3 axes. Premièrement, nous devons partager nos expériences en matière d'agriculture durable, de gestion des ressources en eau et de protection des écosystèmes. La Côte d'Ivoire peut être dans ces domaines un modèle pour bien d'autres nations en développement. Nous devons présenter des engagements concrets pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre et renforcer la résilience de nos communautés. Dans ce cadre, nous devons finaliser et présenter nos contributions déterminées au niveau national de 3e génération, dite CDN 3.0, conformément aux engagements pris dans le cadre de l'accord de Paris, qui fête cette année ses 10 ans. Ces CDN 3.0 auront pour objectif une réduction plus ambitieuse des émissions de gaz à effet de serre en dépassant les précédentes cibles qui étaient fixées à 30,41%. Nous devons également renforcer les stratégies d'adaptation
avec une meilleure prise en charge des secteurs vulnérables. Enfin, nous devons avoir une approche transversale et inclusive, intégrant les enjeux du genre, de la transition juste, de la biodiversité et de l'économie bleue. Pour préserver son développement économique tout en respectant ses engagements climatiques, la Côte d'Ivoire mise sur une transition vers une économie décarbonée. En novembre 2025, à la COP 30 de Belém, le pays présentera ses nouvelles ambitions climatiques contenues dans les CDN. La perspective, c'est d'abord de finaliser notre document de CDN qui sera présenté à la COP 30. Ça, c'est vraiment un gros acquis et cela se fera. La deuxième perspective, c'est d'avoir une participation remarquable de la Côte d'Ivoire à cette COP. C'est une symbolique puisque nous nous retrouvons au Brésil où il y a eu également les 3 conventions de Rio de Janeiro. Donc, c'est vraiment rempli de symboles. Au-delà des symboles, c'est également un engagement fort de notre État en matière de préservation de la vie et du bien-être des populations présentes, mais aussi des générations futures. Il est important que la Côte d'Ivoire soit à ces différents rendez-vous-là pour faire porter sa voix, mais surtout pour partager les expériences, pour être au courant des nouvelles technologies, des nouvelles innovations en matière de lutte contre les changements climatiques, mais pour que dans les négociations, parce que quand vous n'allez pas à une négociation, les décisions des négociations peuvent s'imposer à vous. Et les négociations qui se font, il s'agit de décisions qui ne touchent pas que les pays industrialisés, mais il y a des décisions également qui touchent nos États et nous devons être là où on négocie pour nous. En préparation de la COP 30, la Côte d'Ivoire se positionne comme un acteur clé des négociations climatiques internationales. Le pays ambitionne de renforcer ses partenariats avec d'autres nations en faveur d'un avenir plus durable. La révision des CDN 3 constitue ainsi une opportunité majeure pour consolider cet engagement. Parmi les acquis essentiels des précédentes participations aux différentes COP figurent la mobilisation des financements et le renforcement des partenariats stratégiques. Nous avons soumis nos objectifs nationaux. À partir de ces objectifs nationaux, nous allons décliner les actions. Les actions, et ce qui est formidable, c'est qu'il y a des fonds qui ont été créés. Et donc, les actions qui vont sortir de notre stratégie et de notre plan d'action feront l'objet de projets pour pouvoir soumettre à ces différents fonds pour pouvoir, n'est-ce pas, exécuter des activités pour protéger durablement la biodiversité au niveau national. Tous les pays qui vont, n'est-ce pas, élaborer un plan d'action pourront monter des projets et aller soumettre à ces différents fonds. Voilà, et ça jusqu'en 2030. Et on pourra faire après un rapport mondial, d'abord des rapports nationaux, et puis après des rapports mondiaux pour se rendre compte de la mise en œuvre du cadre mondial et de son impact sur la préservation de la biodiversité. Du point de vue des négociations, il faut retenir qu'on a pu avoir une augmentation du financement de l'action climatique à hauteur de 300 milliards de dollars par an jusqu'en 2035. Sachant qu'on a demandé à tous les pays de faire des efforts pour que cette enveloppe de 300 milliards par an puisse monter à 1300 milliards par an à partir de 2035 parce que ça constitue le montant que les pays en développement ont demandé pour pouvoir mieux adresser cette problématique des effets néfastes au changement climatique qu'ils subissent. Le deuxième acquis au niveau des négociations, ça a été l'opérationnalisation complète du marché carbone. Et la Côte d'Ivoire aussi s'est apprêtée au niveau national parce qu'on a eu à mettre en place un bureau marché carbone avec 2 instruments majeurs pour son opérationnalisation, notamment un manuel de procédure, mais aussi un registre marché carbone. Troisième élément qu'il faut retenir en termes de négociation, c'est l'opérationnalisation du fonds sur les pertes et préjudices. À telle enseigne où, dès 2025, là, qui vient de commencer, tous les pays qui vont subir des catastrophes pourront solliciter ce fonds-là à l'effet de pouvoir se reconstruire plus rapidement. La révision des CDN 3.0 marque un tournant décisif dans la stratégie climatique de la Côte d'Ivoire. Avec des objectifs ambitieux et un appui international, le pays est déterminé à relever le défi climatique tout en assurant un développement durable. Les prochaines étapes incluront un suivi régulier des avancées,
Une implication renforcée des parties prenantes et une mobilisation accrue des financements climatiques. Espérons que ces efforts permettront à la Côte d'Ivoire de bâtir un avenir plus résilient et durable. Et nous sommes de retour sur le plateau de Croissance Verte avec M. Babacar Sylla de la CNTS, la Confédération nationale des travailleurs du Sénégal pour le climat et la transition juste. Monsieur Sylla, nous avons vu que la Côte d'Ivoire prépare activement la COP30 avec la révision de la contribution déterminée au niveau national, CDN 30. Mais revenons un peu en arrière. Vous avez participé à la COP29 qui s'est tenue à Bakou, en Azerbaïdjan. Qu'est-ce qui est ressorti de cette participation et quels sont aussi les points d'accord qui vous ont marqué? Il faut déjà dire que le point principal qui a été en tout cas attendu par tous les acteurs, par tous les États, c'était le point sur le financement. Et tout à l'heure, quelqu'un l'a dit sur le reportage, on tablait sur 1300 milliards de dollars par an. Finalement, on a décroché un accord à minimum fixant en tout cas l'enveloppe financière à 300 milliards de dollars par an. Nous pensons que c'est quand même très peu vu les urgences qui ont été soulevées, une partie des urgences qui ont été soulevées sur ce reportage en Côte d'Ivoire, mais les urgences globales au niveau mondial nous amènent à nous dire que cet accord, c'est véritablement un accord à minima et on devrait mieux pousser. Donc voilà en tout cas le point d'accord qu'on a eu, c'est un accord financier, mais un accord financier à minima. Intéressons-nous aux urgences. Selon vous, aujourd'hui, quelles sont les urgences pour les entreprises et les travailleurs en termes de résilience au climat et de transition juste? C'est à la fois aux entreprises et aux États. Et pour les entreprises, c'est de pouvoir parvenir à développer des modèles industriels bas carbone, parce que c'est de cela qu'il s'agit. La réduction des gaz à effet de serre, qui est l'objectif principal de l'accord de Paris, ne peut pas être une réussite sans une pleine implication des entreprises, du secteur privé. À présent, quelles sont vos attentes pour cette COP30 qui se déroule dans quelques mois au Brésil? Notre attente, c'est d'abord réussir à clarifier, à rendre opérationnels les fonds sur les pertes et préjudices, mais également faire de sorte que la feuille de route qui a été tracée à Bakou, parce que Bakou, ce n'est pas juste un accord financier. À côté de l'accord financier, il y avait une feuille de route, parce que les États, les négociateurs se sont même rendus compte que l'accord n'était pas à la hauteur des attentes. Donc une feuille de route a été tracée, c'est la feuille de route de Bakou à Belém, pour que, au-delà de 2035, qu'on puisse réellement atteindre l'enveloppe des 1300 milliards de dollars par an. Donc c'est un point d'attente également qui sera crucial à Belém en fin d'année. Quand on parle de l'action climatique, on constate un départ retentissant. Les États-Unis ont une nouvelle fois décidé de se retirer de l'accord de Paris avec le retour au pouvoir de Donald Trump. Selon vous, quelles conséquences pourrait avoir ce choix américain face à l'urgence climatique? Les conséquences peuvent être réelles parce que nous sommes tous d'accord que les États-Unis constituent un bailleur non négligeable pour l'action climatique. Pour l'action climatique et pour l'action en tout cas des organisations de la société civile qui œuvrent pour la protection de l'environnement. Mais il faut également se rappeler que les États-Unis, c'est une confédération d'États. Il y a des États qui sont pas, en tout cas, qui vont pas suivre la logique de Trump. Là également, c'est un point qui peut nous satisfaire. Mais ce retrait devrait appeler à une meilleure responsabilité des États du Nord. Aujourd'hui, la diplomatie climatique ne devrait en aucun cas souffrir du retrait qui a été déjà annoncé de Donald Trump dans l'accord de Paris. Parce que c'est de cela qu'il s'agit. Il nous faut montrer à Trump et à tous ces leaders mondiaux qui tenteraient peut-être de reléguer au énième plan
l'urgence climatique, que c'est possible, que les États sont mobilisés, que le secteur privé est mobilisé, que les acteurs sociaux également sont mobilisés pour relever ce défi qui est le défi mondial le plus pressant. Intéressons-nous à la situation sur notre continent. Quelles perspectives et réformes pourraient renforcer, selon vous, l'efficacité de l'action climatique en Afrique, surtout en faveur des travailleurs? C'est d'abord et avant tout une démarche inclusive, une démarche qui ne laisserait personne de côté, surtout les travailleurs. Nous parlons souvent de la transition juste, mais généralement, on a comme l'impression, en tout cas, on fait semblant d'oublier les acteurs de ce concept. Ceux qui ont en réalité théorisé ce concept, ce sont les travailleurs. Parce que la transition juste, dans le préambule de l'accord de Paris, ça implique les acteurs du monde du travail. Donc aujourd'hui, réussir une transition juste sans les travailleurs, ce serait véritablement une fausse route. Donc ce que les travailleurs attendent, les travailleurs du monde, quand moi je parle des travailleurs, je parle des travailleurs du monde parce que la synthèse également est affiliée à la Confédération syndicale internationale. Et dans ce processus, nous portons la voix des travailleurs. Donc les États partis dans les nouvelles CDN devraient faire de sorte que la transition juste y soit mentionnée et que des plans de transition juste y soient clairement définis. C'est notre attente. Il faudrait peut-être une impulsion politique et justement, en parlant de ça, quels leviers législatifs et incitations économiques pourraient être adoptés pour accélérer la transition énergétique? C'est un tout. Ça doit d'abord passer par des réformes. Et ces réformes, c'est du point de vue législatif, mais également c'est une réforme des mécanismes. Aujourd'hui, au Sénégal, puisque vous parlez de transition énergétique, on a un mécanisme TIEPI, le partenariat pour une transition énergétique juste. C'est un partenariat qui regroupe le Sénégal et un ensemble de pays bailleurs, de pays donateurs. Mais la société civile, dans ce cadre également, il faut préciser que la société civile sénégalaise a été vive et alerte parce que la société civile est parvenue en tout cas à s'organiser avec la plateforme des acteurs de la société civile pour une transition énergétique juste. Et ce qui a été malheureusement décrié, c'est que l'implication de la société civile n'a pas été effective au début. Il a fallu que la société civile se positionne, se signale pour qu'on nous invite. Mais une fois autour de la table, on se rend compte qu'une bonne partie de ces fonds seront des prêts concessionnels. Nous pensons que l'action climatique, la transition vers un monde bas carbone ne devrait pas alourdir la dette publique. Et là, c'est une alerte que nous faisons à l'endroit de la communauté internationale, mais surtout à une meilleure responsabilité pour les pays du Sud pour qu'ils puissent véritablement parler d'une seule et même voix afin que l'action climatique puisse être portée sur la base de dons, encore une fois sur la base de subventions. Vous parlez du plaidoyer de la société civile à l'instant, parlons de la mobilisation citoyenne. Comment la participation active des citoyens peut-elle renforcer la pression sur les décideurs pour une action climatique ambitieuse? Ça commence à se faire et je pense que ça commence à se sentir dans certains pays. Au Sénégal, de toute façon, de par le monde, on dit que le Sénégal est un pays de dialogue. On est bien d'accord et nous voulons commencer par ce dialogue-là. Nous prenons un exemple, la synthèse a initié une plateforme qu'on appelle Planète, la plateforme des acteurs non étatiques travaillant sur l'environnement. Et l'objectif de Planète aujourd'hui, c'est de parvenir à mobiliser une masse critique d'organisations sociales autour de l'urgence climatique, notamment autour de la gouvernance du littoral. Je pense que c'est un exemple de mobilisation de la société civile, mais également un exemple sur lequel l'État pourrait s'appuyer pour que les réformes attendues, pour que l'action climatique attendue puisse être populaire. Intéressons-nous spécifiquement maintenant à la CNTS. Historiquement et aujourd'hui, quel est le rôle fondamental de cette confédération dans la défense des droits des travailleurs face aux enjeux climatiques?
Historiquement, déjà, c'était une confédération pour rétablir une justice sociale, pour lutter contre les inégalités de toutes sortes, sociales, économiques et aujourd'hui environnementales. Voilà pourquoi l'action, en tout cas l'engagement de la synthèse pour l'environnement est bien fondé. Parce que quand on parle des injustices, de combattre les injustices sociales, quand on pense à combattre les injustices économiques, aujourd'hui, on ne peut pas se deviner des injustices environnementales, des injustices climatiques. C'est pourquoi la synthèse place la lutte contre les changements climatiques au rang de ses priorités. Et au-delà, ces affiliés sont appelés à mieux s'intégrer dans les politiques, en tout cas, qui se passent dans les secteurs. Merci, M. Babacar Sylla, pour cet éclairage et encore merci d'avoir répondu aux questions de médias. Ça a été un plaisir, même si le temps est passé très vite. Merci beaucoup, Alexis. Il était plaisant, merci à vous. Et c'est ainsi que s'achève cette émission. Bonne suite des programmes sur la panafricaine.